Voilà, transition, c'est bon. On est parti. Tu peux dire bonjour Pierre. Bonjour tout le monde. Écoutez ce micro, cette voix douce et suave qui vous irritera moins les oreilles que pour la De vidéo. l'infâme bourdonnement. Tout à fait. Donc, tu viens nous parler d'un livre. Moi, Antoine de Tounins, Tout à fait. roi de Patagonie. Livre de Jean Raspail. C'est bien parce qu'en plus, c'est un sujet. Tu vois, ça aurait été un truc type onanisme et découverte habituellement. Donc, c'est pas mal de venir le présenter sous l'angle littéraire. Moi, j'ai rien préparé. Je n'ai pas le livre, comme je t'avais dit, et je ne l'ai pas lu, donc je ne vais pas faire de théâtre. Même si on en avait parlé, je connais un peu l'anecdote, comme tout le monde, j'ai Wikipédia. Et puis, bon, accessoirement, j'avais pas trop le temps. On s'excuse encore pour le pavillon des cancéreux, autant assez déplorable sur l'aspect technique. C'est ma faute aussi. Et puis en plus, j'avais pas lu le dernier tiers du livre. Enfin, j'avais pas relu. Ça faisait 7 ans que je l'avais lu. Je me souviens, je l'ai acheté à Lyon en 2018. Donc ça faisait très longtemps que je l'avais pas lu. Donc il me manquait le dernier tiers. Et c'est dommage parce qu'effectivement, on aurait pu rendre un hommage plus appuyé à ce grand livre. Voilà. Bonsoir Vaito. Eh ben écoute, Pierre, puisque je n'ai rien de plus à dire, allons-y, tout de suite. Je te laisse la parole et moi je vais être auditeur et au repos. On va reprendre d'abord par une courte biographie de l'auteur, puis ensuite, comme d'habitude, un bref résumé, et enfin une analyse un peu poussée de ce que le livre veut nous dire. Salut Dargos. Donc, On profite, entre deux interstices de paroles. Pour glisser un bonjour. d'abord, on va parler un peu de Jean Raspail, qui est quand même un totem de la littérature française de la deuxième partie du XXe siècle. Je ne l'ai jamais lu. Donc, Jean Raspail est né en 1925 et est mort en 2020 à Paris. Donc on fête son centenaire dans un mois. C'est un écrivain essayiste français, est connu dans les milieux, on dira, de droite. Il est particulièrement célèbre pour son roman Le Camp des Saints, qui est paru en 1973, qui est devenu un ouvrage emblématique des débats sur l'immigration et l'identité culturelle française. Ah, ça, il est cité à tout Tout bout de champ. d'abord, Ça, c'est une certitude. après avoir d'abord effectué son lycée à l'école Saint-Jean de Passy à Paris, donc chez les Bonnes Sœurs, il poursuit des études supérieures et se passionne pour les voyages et la culture étrangère. Cette curiosité pour le monde l'amène à voyager, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique. En tant qu'homme de droite, il se passionne évidemment pour les causes perdues et va à la rencontre des peuples indigènes, notamment au Québec, où il part à la rencontre des Esquimaux. Il part ensuite en Amérique du Sud, voir au futur Patagon, en Asie, en Indochine. Bref, il va partir en rendez-vous en terre inconnue, en quelque sorte, avant que ce ne soit à la mode, et alors que c'était un peu plus dangereux. Ah, les images, Il est pardon. Tu également... me diras hein, pour les images, excuse-moi, mais Ah, pour les images, ouais. tu me diras parce que tu les as pas notées, donc du coup, je sais pas du tout. Si, je les ai notés. Euh, je ne les vois Si. pas dans le texte, mais ok, mais n'hésite pas à me dire parce que je ne sais pas. Euh, regarde dans le résumé, je pense qu'elles sont notées à partir du résumé, parce qu'avant, je les ai fait ce soir. D'accord, ok, bon, écoute, on verra, on verra. Je me Ouais. débrouille, je me débrouille. Hop, donc bah, je te dirai au fur et à mesure, hein. Très bien. Donc tu peux mettre l'image 2 pour qu'on voit la petite trogne de Jean. C'est fait, hein. T'inquiète pas, tu as toujours un petit peu. Je sais pas si tu regardes sur Twitch ou quoi, mais il y a Ouais, toujours c'est bon. il y a du décalage, donc t'en fais pas. Raspail est également influencé par son expérience militaire. Il a servi dans la marine nationale dans sa jeunesse. Donc, on va mettre la photo numéro 3. Raspail commence sa carrière littéraire au début des années 50. Au départ, il s'illustre par des romans d'aventure et des récits de voyage qui n'ont pas de grand intérêt. À partir des années 70, il a un vrai engagement militant. Il s'engage au Parti des Forces Nouvelles, qui rappelleront certaines anecdotes aux plus avertis des micro-partis d'extrême droite des années 70. Il publie plusieurs ouvrages, et c'est véritablement Le Camp des Saints qui va marquer sa carrière. On est sur un roman dystopique qui raconte l'arrivée d'un flot de réfugiés venant d'Inde sur les côtes françaises et la déstabilisation qu'il provoque au sein de la société française et occidentale de façon plus générale. On peut parler d'un livre fondateur, hein. Le Camp des Saints a eu un impact important dans les débats publics
soit en France ou à l'étranger. Je sais qu'il est cité par J.D. Vance, donc le vice-président américain, notamment en raison de ses critiques virulentes envers les politiques d'immigration et son caractère que on pourrait qualifier de prophétique, hein. On est sur le grand remplacement, 50 ans avant le grand remplacement. Et chose qui est assez étonnante, malgré le fait que ce soit un auteur qu'on pourrait qualifier, pour le coup, réellement d'extrême droite, euh, aujourd'hui, les politiques de droite, plus ou moins conservateurs, continuent de le citer. Par exemple, Marine Le Pen n'a jamais renié son influence, l'influence de Raspail, y compris lors de sa mort en 2020, alors que la dédiabolisation du RN était bien enclenchée. Donc, comme vous pouvez vous en douter, Jean Raspail est un intellectuel qu'on peut classer à droite, hein, en raison de ses idées sur la défense de l'identité européenne et de la culture occidentale. Il s'est opposé toute sa vie aux politiques d'immigration massive et a plaidé globalement pour la préservation des cultures nationales européennes et des valeurs traditionnelles. Il explique que ce n'est pas par racisme ou xénophobie qu'il a ses valeurs et qu'il défend ses idées, mais car il a une vision de la préservation des sociétés et des cultures face à ce qu'il perçoit comme une mondialisation homogénéisante. Si tout le monde est métis, il n'y a plus de culture différente. Donc c'est justement une préservation de la différence qui fait son moteur dans son combat politique. Oui, bah c'est une des grandes traditions à l'extrême droite, hein. Il ne s'agit pas comment dirais-je, de dire qu'on préserve simplement sa culture face aux autres, face à l'altérité, mais qu'on préserve toutes les cultures dans ce qu'elles ont justement de différent. Après, peu importe que ce soit honnête ou pas, ou que ce soit un Mais ou faux pas. semblant, mais c'est clair que c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Ouais. Outre Le Camp des Saints, Jean Raspail a écrit de nombreux autres ouvrages, parmi lesquels Moi, Antoine de Tounins, roi de Patagonie en 1967, qui est le sujet de cette chronique. Il a aussi écrit des essais sur l'histoire et la civilisation européenne. On peut noter L'Empire et les naufragés en 1990, dans lequel il exprime ses préoccupations concernant l'avenir de l'Occident face aux défis contemporains. On est sur une idée assez classique de l'extrême droite. Quelque chose, bon, il n'y a rien non plus d'extraordinaire, c'est pas une révélation, mais ça a le mérite d'exister. Il est également connu pour son fort engagement royaliste, avec des ouvrages comme Le jeu du roi en 1976 ou Cire en 1991, qui sont ses ouvrages, je pense, les plus intéressants, au-delà du Camp des Saints, qu'on pourrait qualifier d'un classique maintenant, mais qui ont une vision de l'hérédité et de la légitimité qui est assez particulière, qui n'est pas le lieu de le développer ici, mais qui pourrait faire sans doute l'objet d'une chronique. Donc, Raspail a été un auteur respecté toute sa vie, hein. Le livre que je vais vous présenter aujourd'hui a par exemple reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française, et il a été édité toute sa vie chez Albin Michel, donc maison d'édition relativement de droite, mais quand même assez qui a le pied de grue dans le Petit Paris. Malgré les critiques et la polarisation de son œuvre, il reste un auteur clé aujourd'hui, et son influence est encore présente dans les débats contemporains sur l'immigration, la culture et l'identité. Comme j'ai dit, Vance l'a cité, en Pologne également, j'ai oublié, l'ancien président avec son nom imprononçable l'avait cité comme étant un de ses auteurs référents. Donc on n'est pas non plus sur un auteur confidentiel, c'est un auteur qui a eu une réelle influence sur le débat public, et qu'on peut tout de même qualifier de prophétique quand on voit la date de parution de son ouvrage majeur. Mais c'est ce qu'il faut dire, hein, c'est pas un auteur confidentiel, ça c'est sûr. Et puis il fait partie de toute cette classe d'auteurs entre guillemets de droite, type Déon, Michel More ou Jean Co et tout ça, qui sont des gens qui étaient des auteurs à fort tirage dans les années 70-80, 60-70-80. Depuis, on va dire, même les, comment dirais-je, les Nimier et compagnie, ce sont des gens qui étaient des auteurs de droite, qui aujourd'hui seraient sans doute vus même comme des auteurs d'extrême droite, mais qui sont des gens qui étaient des auteurs à succès et des personnalités publiques à l'époque. Donc on n'est pas sur des auteurs effectivement confidentiels. Ouais. Il y avait il y avait encore une littérature de droite, je sais pas qui aujourd'hui en fait partie, Tesson ou que sais-je, mais Sont sûrement, ouais. Mais c'est à peu voilà. près tout. Je sais pas, c'est pas la question, j'ai pas forcément réfléchi, mais c'est vrai il existait réellement une littérature dans ce qui était la droite classique, quoi. Et effectivement, elle avait des thèses qui aujourd'hui sont sans doute d'extrême droite, mais au tempora, au mores. Donc voilà. Passer à la biographie, au résumé de cet ouvrage. Tu peux mettre la photo numéro 5, s'il te plaît. Bien sûr.
On voit la belle trouille, la belle trogne d'Antoine, au moment de sa vie où il était plus malheureux qu'heureux, je pense. Ah, ça, c'est en Patagonie, ça. Il est déguisé en quoi? En mapouche, un truc comme ça. En Mapouche, tout à Ouais, fait. ouais. Le roman commence par la fin, en 1978, et on voit un 1800, Antoine de 1800, Tounens, 1800, 1800. 1878, pardon, Ouais, je t'en où on prie. voit un Antoine de Tounens, âgé de 53 ans, qui est revenu définitivement de ses expéditions en Amérique du Sud, et qui vit ses derniers jours dans une profonde solitude, entouré de ce qu'il reste de sa famille qui le déteste cordialement. À Tourtoirac, dans un petit village de Périgord, le Mardi Gras donne lieu à une mascarade qu'on pourrait qualifier de cruelle, hein. Les enfants, sous les conseils de leurs parents, se déguisent en indiens, parodient sa vie d'aventurier déchu et tournent en dérision son titre autoproclamé de roi de Patagonie. Toute la population du village rit à ses dépens et se moque de ce vieil homme, 53 ans, je ne sais pas si on peut dire vieux, mais de cet homme qui a été usé par la vie en tout cas, est revenu d'un monde que personne ici ne connaît ni même ne peut comprendre. La farce globale du Mardi Gras semble signer son échec, et Antoine, désabusé, se mure dans un silence plein d'orgueil, incapable de répondre aux moqueries acerbes de sa famille. Il voit en lui qu'un raté pitoyable, un rêveur sans gloire et sans fortune, qui a jeté le discrédit, la honte et la pauvreté sur sa famille. À travers cette première scène d'humiliation, on a le roman qui bascule, et il va prendre la forme d'un long récit rétrospectif, hein. Ce sont en quelque sorte les mémoires d'Antoine de Tounens, qui sera, quand le futur roi d'Araucanie et de Patagonie, est un homme aux rêves immenses dans un siècle qui ne croit plus beaucoup aux exploits solitaires. Antoine y raconte d'abord son enfance paysanne, au sein d'un groupement de fermes appelé La Chaise, qui est perdu au fin fond du Périgord noir. Son univers d'enfant est marqué par la monotonie de la terre, mais son imaginaire, lui, est nourri par tous les éléments flamboyants qu'un jeune gamin du début des années 1800 peut avoir. Et il me Cole, qui est semble, un ancien grognard. je t'interromps juste une seconde, excuse-moi. Mais bon, c'est un roman, hein, donc il y a une partie, comment dirais-je, fantasmée. Et il me semble Oui, tout à fait. qu'il était plutôt fils de bonne famille, hein, je crois. D'où son nom d'ailleurs, remise à particules. Mais je crois pas qu'il était enfant de paysan, hein. Je crois qu'il était plutôt. C'était des gros paysans. Ouais, je crois qu'il était plutôt fils pas de bourgeois, mais pas loin. Mais enfin bon, bref, peu importe. Parce qu'il a fait des études, hein, je crois. Il a fait des études, tout à fait. Et Bon. après, effectivement, on est sur un roman, hein. Oui, 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 On non, n'est mais pas sur un c'est aussi pour ça qu'il faut le dire, historique. c'est pas une biographie pure non plus, quoi. Non, non, j'allais le signaler en Ok. fin de Hmm. exposé, mais bon, Autant pour moi. maintenant c'est fait. Donc, hop. Je parlais donc de son maître d'école, qui est un ancien grognard de Napoléon, qui évoque les gloires militaires. Il y a également les légendes familiales de Tounens, qui le relient à d'antiques nobles romains et des médiévaux disparus en croisade. Il y a également les récits des montreurs d'animaux venus de contrées lointaines, donc les foires à Périgueux peuplées de tatous, de singes, d'ours exotiques, des mariniers descendant la Dordogne vers l'Atlantique et l'Amérique. Donc, tu peux mettre l'image numéro 7, s'il te plaît. Donc, ce sont toutes ces images qui éveillent dans l'esprit du petit Antoine une soif immense d'ailleurs et de grandeur. Il rêve tour à tour de devenir explorateur, marin, soldat, et enfin, souverain d'un monde nouveau. Devenu adulte, Antoine gravit lentement l'échelle sociale. Grâce aux économies de son père, il devient avoué à Périgueux. Pourtant, cette ascension qu'on peut qualifier de bourgeoise, hein, dans le roman en tout cas, il passe de fils de paysan relativement ni pauvre ni riche à celui de la petite bourgeoisie de Périgueux. Cette ascension le laisse profondément insatisfait. Il rêve pas de confort mais de gloire. En quête d'une grandeur éclatante, il fait modifier son état civil. Il inverse ses prénoms et devient officiellement Aurélie Antoine de Tounens. Il fait également rajouter sa particule à l'état civil. C'est un geste qu'on pourrait qualifier d'audacieux, à une époque où Napoléon III n'est plus, commence petit à petit à laisser place à la République. Donc ce geste audacieux suscite les moqueries de son entourage, ainsi que celles de la bonne société périgourdine, qui ne voit en lui qu'un parvenu illuminé et ridicule. Tu peux mettre la photo numéro 8. Vas-y, vas-y. C'est fait dans l'instant, t'inquiète pas. Donc dans un mélange de naïveté héroïque et de folie douce,
Il décide de partir à la conquête de son propre royaume, hein, marqué par les souvenirs de son enfance et par la lecture des livres d'aventuriers. Il décide de se proclamer roi d'Araucanie et de Patagonie à Périgueux, qui a eu une certaine petit croustillant. On voit déjà qu'il n'est pas net, hein. Après avoir tenté en vain de rallier des mécènes, que ce soit à Paris ou à Périgueux, il endette lourdement sa famille, vend sa charge d'avoué, utilise l'argent pour financer une expédition vers l'Amérique du Sud. Il embarque à Bordeaux sur un navire baptisé La Plata, il se fait appeler à bord le Prince, et il part direction le Chili, qui est la première étape vers la Patagonie rêvée. Mettre la photo numéro 9, s'il te plaît. Sur place, à Santiago, il entame d'interminables tractations diplomatiques auprès des autorités chiliennes et des représentations françaises pour légitimer son projet monarchique. Il est relativement mal entouré, hein. Il se laisse manipuler par des aventuriers sans scrupules, qu'il nomme à loisir ministre, duc ou représentant officiel de son futur royaume, qui ne voit qu'un Européen riche qui a des sous à dépenser, et donc qui en profite pour lui faire dépenser beaucoup d'argent. Peu à peu, son futur trésor royal s'évapore en dépenses somptueuses, en pots de vin et en escroqueries. Finalement, alors qu'il se rend compte qu'il lui reste que presque rien du tout de ce avec quoi il était parti de France, il décide enfin de passer à l'action. Il franchit la frontière sud du Chili et pénètre dans les territoires mapuches. Ce n'est ainsi qu'au bout de près de 200 pages d'attente sur les 300 qui composent le livre que l'expédition véritable commence. Alors qu'il s'aventure avec des marchands sur une place de village et que les Indiens deviennent de plus en plus agressifs auprès des Blancs, sans que tout le monde lui dit, tous les autres Blancs lui disent qu'il faut s'en aller maintenant parce que la prochaine étape c'est qu'ils se font découper en petits morceaux, quoi. Devant quelques chefs de tribus rassemblés, il prononce un discours qui se veut poignant, mais qui est plus proche du ridicule que de la grandeur, hein. Il évoque la liberté, l'indépendance, la monarchie, et à sa grande surprise, alors qu'il pensait que son arrêt de mort était signé, les Mapuches, qu'ils perçoivent comme un moyen de résister aux Chiliens, le proclament roi d'Araucanie et de Patagonie. Tu peux mettre la photo 10.5, s'il te plaît. Ah bah, c'est précis. 10.5, oui. Steppe de Patagonie. On se croirait dans GeoGuessr, dis donc. Un peu ça, j'y ai pensé. Et ce sacre est relativement fragile, hein, puisqu'à peine couronné, Antoine est abandonné par ceux-là même qui l'avaient acclamé. Les sujets le dépouillent de ses maigres possessions, c'est-à-dire 2 drapeaux et un fusil, et le laisse seul, démuni au milieu de la pampa. Il tente une deuxième approche. Il retourne au Chili et tente une deuxième approche, mais cette fois, les autorités chiliennes l'arrêtent. Il est accusé de sédition et il échappe de justesse au peloton d'exécution, car un expert le déclare fou psychiatriquement, à son grand dame d'ailleurs, lui qui dit tout à fait sain d'esprit. Ainsi, ce roi de fantaisie, pour citer le consul français au Chili, n'est plus une plaisanterie depuis que certains Mapuches, au cri de Viva el Rey, ont réellement pris les armes contre Santiago. Antoine est alors emprisonné pendant près d'1 an dans des conditions misérables, et finalement, le consul de France à Valparaiso intervient et obtient son rapatriement à Paris. De retour en France, il est ruiné. Sa famille ne veut plus le voir, puisqu'il a jeté le discrédit sur elle. Il est moqué par tous qui le prennent pour un fou. Les brèves de presse sont arrivées à Paris, il raconte son histoire. Antoine erre alors entre le Périgord et Paris. À Paris, il fréquente brièvement un petit cercle d'esprits libres, hein, où se croisent Rimbaud, Verlaine, Flammarion, et cherche des soutiens pour une 3e expédition. Tu peux mettre la photo numéro 11. Il part alors pour une dernière tentative, sans rien, sans le sou. Cette dernière tentative tourne à nouveau au désastre, hein, alors qu'il essaye de se faire reconnaître par ses sujets, et capturé par les Mapuches eux-mêmes, il est réduit à l'état d'esclave, et pendant 1 an, il est traîné de campement en campement, obligé de se nourrir des déjections des chiens. Un jour, il reconnaît avec effroi ses propres armoiries qu'il avait fait broder, donc les couleurs bleu, jaune et rouge, verte, jaune et bleu, pardon. Il reconnaît ses armoiries sur les vêtements du chef de guerre Quilapane, qui faisait partie des chefs les plus compréhensifs lors de sa première expédition, alors qu'il est sur le point d'être sacrifié.
pour les dieux mapuches, il improvise un dernier mensonge héroïque. Il annonce qu'un navire français, envoyé par son cousin Napoléon III, veuillez apprécier les guillemets, les attend avec des armes modernes afin de lutter contre le gouvernement central chilien. Par miracle, Quilapán décide de l'épargner pour vérifier son histoire. Bien sûr, le bateau promis n'arrive jamais, hein, et dans un geste inattendu de clémence, le chef indien le libère sans violence, avec un simple regard où se mêlent bienveillance et mépris envers cet homme blanc venu d'ailleurs, qui aura essayé de les sauver. On voit qu'à chacune de ces tentatives, les conditions de l'entreprise empirent, hein. Ces expéditions deviennent de plus en plus pathétiques, elles sont mal préparées, il est trahi par ceux en qui il avait placé sa confiance, il est tour à tour emprisonné, expulsé, humilié, et pourtant, jusqu'à son dernier souffle, à la fin du roman, il ne renie jamais son rêve alors qu'il sait qu'il n'est plus rien. Donc, dans une époque dominée par l'utilitarisme, la bourgeoisie cynique et les empires marchands, Antoine demeure un chevalier errant, un anachronisme vivant, fidèle à un idéal chevaleresque disparu depuis bien longtemps. Tu mets la photo numéro 12, s'il te plaît? Qu'on voit une dernière fois sa petite tête. Alors attends, Ah non, c'est... j'avais Oh la non, c'est bon. stèle. Je Ouais, me c'est suis bon. trompé dans les photos. Oh, ok, ok. C'est la stèle. Il meurt en 1878, oublié de tous, méprisé par ses voisins, dans une misère presque totale, et intérieurement convaincu d'avoir été roi d'un royaume que seuls les poètes et les rêveurs peuvent entrevoir. Donc il a quand même... Aujourd'hui, sa postérité, et qu'il a tout de même sa statue, son village natal. En Araucanie, il a ce genre de stèle. Ici, c'est dans le cimetière de son village natal, cette stèle qui a été mise. Voilà, on a tout de même un fond de reconnaissance finalement envers ce personnage assez tragicomique. Donc, c'est bien. Le résumé, c'est bien, l'analyse, c'est mieux. Donc, dans un premier temps, j'aimerais vous parler de l'imaginaire tout au long du roman. Donc, Antoine de Tounins est avant tout un enfant qui n'a jamais grandi, hein. Tout au long du roman, Raspail nous montre un homme mu par les mêmes ressorts que ceux d'un jeune garçon. On a la fascination pour l'aventure, le goût du merveilleux, l'obsession d'échapper à une existence médiocre. Ses rêves, ses ambitions et même ses décisions d'adulte sont imprégnés d'une vision infantile du monde. Antoine réagit comme un enfant que l'on contredirait, il se rebelle, il boude, il s'enferme dans le silence face aux moqueries et à l'incrédulité de son entourage. Ce besoin irrépressible de grandeur, d'ailleurs, s'alimente en partie grâce aux souvenirs de son enfance. Les montreurs d'ours et les singes croisés lors des foires, les navires qui descendent la Dordogne, les récits légendaires de ses ancêtres croisés. À travers ces images, Antoine a bâti un monde intérieur plus réel pour lui que la France bourgeoise du XIXe siècle. Ses principaux ministres, M. Lachaise et M. Desfontaines, ne sont pas de véritables compagnons, mais des créations symboliques, portant les noms de hameaux voisins de son enfance. Comme un enfant un peu solitaire s'inventerait des amis pour lui tenir compagnie, lui il s'invente des ministres, il s'invente des compagnons, des ducs. Cette invention montre à quel point, même au cœur de son royaume sud-américain, Antoine reste attaché à ses terres natales et à cette enfance idéalisée. C'est dans Le Jardin d'enfants, transposé à l'échelle d'un empire imaginaire, il tente de prolonger ces jeux d'autrefois, à l'âge où d'autres fondent des familles et ont des travails de façon plus normale. Donc le paradoxe est tragique, hein. Antoine agit dans le monde réel, celui des lois, des ambassades, des trahisons, des révoltes. Il reste prisonnier d'un rêve héroïque, déconnecté de la brutalité des faits. Il se comporte comme un monarque absolu, dans un univers où il n'a ni soldats, ni sujets, ni reconnaissance officielle. Le fossé entre ses aspirations et la réalité finit par le marginaliser, le faire passer pour un fou, clairement, que ce soit auprès des autorités chiliennes, des diplomates français ou des journalistes européens. Tu peux mettre la photo numéro 15, s'il te plaît? La photo numéro 15. Les os humains, c'est ça? Tout à fait. Ok. Son imaginaire, qui est d'abord une source d'élan vital, devient peu à peu une prison mentale. Cette tragédie intime culmine lorsqu'Antoine, une fois revenu de toutes ses expéditions, assiste à l'exposition universelle de Paris. Il découvre, avec un mélange de honte et de désespoir, que des Patagons, ce peuple qu'il rêvait de gouverner, sont exhibés comme de vulgaires curiosités exotiques derrière des cages. Le narrateur, en commentant la scène,
se rend enfin compte au crépuscule de sa vie que son rêve d'empire n'était qu'une illusion. Pour citer l'ouvrage, 10 000 ans nous séparaient, ils étaient comme une étoile morte dont la lumière nous parvenait seulement en son ultime éclat, dérisoire, inutile, posthume, indéchiffrable. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ce constat marque l'échec définitif d'Antoine. Son royaume, né de son imaginaire, ne pouvait survivre dans un monde moderne, pragmatique et cynique, dépourvu de foi dans les rêves chevaleresques. À travers Antoine, Raspail dresse un mélancolique éloge de l'imaginaire, perçu comme une grandeur inutile, sublime, mais malheureusement condamnée à l'échec. Un deuxième point important à souligner à travers l'ouvrage est toute la question de la légitimité de l'hérédité. Comme je l'ai dit, Raspail était un fervent royaliste, et donc cette question parcourt quasiment l'intégralité de son œuvre. Tu peux mettre la photo numéro 16, s'il te plaît. Tire ses rêves de sa légende familiale, qui le fait descendant d'un antique consul romain installé en Gaule, puis d'une lignée noble dont le sang s'est dilué au fil des siècles parmi les paysans du Périgord. Cette croyance, qui mêle histoire, fable et orgueil familial, est le noyau dur de son imagination. Dès l'enfance, Antoine est bercé par cette idée, portant en lui d'une grandeur oubliée, qui appartient, en dépit de sa condition modeste, à une race élue, faite pour gouverner. Cette conviction intime qui lui donne la force d'oser l'inimaginable, restaurer à l'autre bout du monde une monarchie digne des anciens empires européens, dans un monde qui n'a connu ni monarchie, ni empire, et qui n'est pas l'Europe. Le motif de la légitimité perdue est donc essentiel pour Antoine, qui n'invente pas un royaume par hasard. Il ne s'improvise pas aventurier ou simple conquérant, il se rêve roi légitime, souverain naturel d'un peuple encore libre, parce qu'il incarnerait une autorité moralement supérieure, juste et héroïque. Il ne s'agit pas de briguer le pouvoir par ambition personnelle, mais d'accomplir un destin, celui de son sang, celui que ses ancêtres et la mémoire collective lui auraient légué. Il fait ainsi écho à l'imaginaire royaliste et aristocratique du XIXe siècle, dans une France où, même près d'un siècle après la Révolution, la nostalgie monarchique continue de hanter les esprits jusqu'en 1950. Je pense qu'à partir de 1950, on peut vraiment dire que l'idéal monarchique en France est mort à l'échelle nationale. Et avant ça, jusque dans les années 30, 40, l'Action française, pour donner la plus connue, était encore une autorité politique d'importance. Mettre l'image numéro 17, s'il te plaît. Pour affermir sa prétention, Antoine travaille soigneusement les signes extérieurs de la légitimité. Il compose une constitution pour ses royaumes d'Araucanie et de Patagonie, il adopte le drapeau bleu, blanc et vert, il invente des titres de noblesse pour ses proches, il constitue une cour avec ses ministres, ses dignitaires. À ses yeux, les gestes formels sont les preuves concrètes de sa souveraineté. Toute cette entreprise repose sur cette idée que l'autorité politique vient moins de la conquête brutale et de l'hérédité symbolique que de l'hérédité symbolique et du droit historique. Tu peux mettre la photo numéro 18, s'il te plaît. Cependant, ce besoin de légitimité entre en collision totale avec la réalité. Le Chili républicain ne connaît pas ses droits, la diplomatie française l'ignore ou s'en amuse, ce qui est sans doute pire. Les tribus mapuches elles-mêmes acceptent son autorité de manière éphémère, plus par opportunisme que par réelle reconnaissance d'un droit royal. Au fond, le mythe d'Antoine s'effondre parce que le monde moderne ne croit plus aux vertus de l'hérédité ni à la majesté spontanée du sang. L'âge de la raison, avec un grand R, de la bourgeoisie triomphante et des nations industrielles, les couronnes ne poussent plus sur les rêves. Elles poussent sur le capital que vous avez accumulé, sur le pouvoir que vous pouvez mettre en place. Il n'y a plus cette idée chevaleresque, très romantique, pas sûr qu'elle soit historique. Cette idée n'existe plus. Antoine est donc à la fois un héritier imaginaire et un roi sans sujet, le prince d'un royaume qui n'existe que dans sa propre croyance. La grandeur de son destin tient justement à cette contradiction tragique. Il est resté fidèle à une mémoire noble dans un monde. On va passer à la troisième partie de cette analyse, le panache chevaleresque face à la bourgeoisie. Donc, dans Moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie,
Raspail dépeint un personnage qui est profondément anachronique au vu de ce que j'ai pu en dire, dont le destin semble suspendu dans un autre temps, c'est une époque révolue où l'honneur, la gloire et la grandeur ne se mesuraient pas en termes de profit matériel, mais en termes de ce que vous avez au cœur. Antoine de Tounens, avec sa quête improbable de la couronne de Patagonie, est l'incarnation même d'un idéal héroïque. Plus de place dans un monde où la bourgeoisie triomphe, où la réussite se mesure au nombre des biens accumulés et à l'ascension dans l'échelle sociale. Dans ce 19e siècle, un siècle qui semble avoir prouvé sa vérité dans l'accumulation des biens et dans l'établissement des règles économiques et sociales rigides, Antoine apparaît comme un être hors du temps, un homme qui, dans un acte de folie pure, tente d'échapper aux logiques froides de son époque pour se vouer à une quête plus noble mais terriblement désespérée, celle de la gloire, du panache, de l'imaginaire. Mais Antoine est bien plus qu'un simple rêveur. Il est l'incarnation physique d'un idéal, d'une noblesse d'âme, qui n'hésite pas à poursuivre, malgré le mépris et l'indifférence de ses contemporains. Son rêve n'est pas celui de la richesse ou de la renommée, là où les hommes de son temps valorisent l'esprit pragmatique et l'esprit d'accumulation. Antoine s'engage dans une aventure qui ne peut que conduire à sa marginalisation sociale et à sa ruine personnelle. Il cherche avant tout un destin hors du commun, une épopée personnelle qui le place dans la lignée de figures historiques, non pas dans le but d'acquérir une quelconque fortune, mais pour revendiquer la grandeur, la dignité et l'accomplissement d'un idéal chevaleresque qui le porte bien au-delà des préoccupations matérielles. Dans cette perspective, il apparaît comme une sorte de, comme déjà dit, de chevalier errant du XIXe siècle, une figure de tragédie dont la grandeur réside dans la pureté et dans l'audace de sa quête, au détriment des conventions sociales et des nécessités de la vie moderne. Mettre la photo 21, s'il te plaît. Que Raspail dénonce, même si je n'aime pas trop ce mot-là, mais Jean Raspail critique dans son récit, c'est précisément l'impossibilité de faire exister cet idéal chevaleresque, noble, dans une époque dominée par la bourgeoisie et ses valeurs utilitaristes. L'idéologie bourgeoise, avec sa quête de rentabilité, sa recherche constante du confort matériel, apparaît en opposition frontale avec la vision du monde d'Antoine. Tandis que les notables de Périgueux, ses anciens collègues, les anciens avoués avec qui il formait son petit cercle social, se complaisent dans la recherche de positions stables, d'un confort bourgeois qui leur permet d'accumuler les titres et les biens, Antoine persiste dans son rêve fou. Il ne cherche ni à s'intégrer dans cette société, ni à trouver une place. Au contraire, il cherche à s'élever, à créer une nouvelle légende, une aventure historique qui, en dépit de son absence totale de réalité concrète, fait écho aux épopées des chevaliers ou des conquistadors, ces grands hommes qui ont façonné l'histoire par leur audace, parfois sans aucun autre but que l'honneur. Il cherche à ne pas être oublié par l'histoire dans une démarche extravagante, qui est certes pleine d'hubris, mais qui dispose aussi d'une certaine noblesse. On ne peut avoir qu'une certaine tendresse pour ce personnage qui ne se croit plus grand qu'il n'est, qui se veut surtout plus grand qu'il n'est. Tu peux mettre la photo numéro 2, s'il te plaît. 22, pardon, s'il te plaît. Donc, le contraste entre Antoine et la bourgeoisie est d'autant plus saisissant qu'il est alimenté par un mépris mutuel. La bourgeoisie, dont l'esprit est en grande partie pragmatique, qui est orientée vers le statut social, considère Antoine comme la folie incarnée. C'est un inadapté, un idéaliste déraisonnable, voire pour certains un fou dangereux. Ses anciens collègues, notables périgourdins, le voient comme une anomalie, un homme qui refuse de se plier aux règles de son époque. Dans leurs yeux, Antoine ne fait que se ridiculiser, poursuivant un rêve chimérique qui le place en dehors du monde tel qu'ils le connaissent et le comprennent. Pour eux, ce rêve de grandeur n'est qu'une illusion, un échappatoire inutile, qu'ils méprisent avec une arrogance froide. De son côté, quand on voit le personnage psychologique qu'incarne Antoine, on peut se rendre compte qu'il méprise ce monde qui n'a plus aucune noblesse, qui n'a plus aucune vitalité, qui ne cherche plus rien d'autre que vivre tranquillement. Et la critique que Jean Raspail dresse de la bourgeoisie ne s'arrête pas à cette simple opposition entre un idéal élevé et une réalité pragmatique. Ce qui est peut-être encore plus frappant, c'est en quelque sorte l'hypocrisie de cette société bourgeoise. Alors qu'elle rejette et méprise Antoine en privé, elle ne lui parle pas, elle n'en parle pas, elle le moque publiquement, elle rit de son projet absurde, et pour enfin l'humilier
lors de ce mardi gras par lequel commence l'ouvrage. Donc, cet épisode où, dans une mascarade collective, la société se permet de le ridiculiser, symbolise non seulement la volonté de maintenir l'ordre établi, mais aussi la peur irrationnelle de ce qu'elle ne comprend pas, de ce qu'elle ne peut pas saisir. Antoine est perçu comme un élément perturbateur, un homme qui ose défier les codes sociaux, un homme qui, par sa pureté d'âme et son obstination, devient un miroir déformant dans lequel la société bourgeoise se voit et se reconnaît peut-être dans sa petitesse et son aveuglement à l'héroïsme. L'ironie tragique de cette première scène réside dans le fait qu'Antoine, loin de se soumettre à la moquerie, demeure fidèle à lui-même, à son rêve et à sa vision du monde. Il se refuse de plier devant l'incompréhension et la moquerie, il souhaite rester droit et fier dans sa noblesse. Faites la photo numéro 23, s'il te plaît. C'est dans ce refus de la médiocrité ambiante que réside la véritable essence du panache d'Antoine. Inspiré par des grandes figures héroïques, Antoine ne renonce jamais à son idéal, même au prix de sa ruine et de son isolement. Alors que tout est déjà perdu, il va continuer d'essayer de récupérer son royaume. Son panache, ce n'est pas seulement un acte de résistance symbolique, c'est un choix de vie, c'est un engagement envers une forme de pureté et de dignité qui défie les lois de la société. C'est un combat contre l'injustifiable banalité des valeurs bourgeoises qui provoque l'ennui. Plutôt que d'accepter la prospérité d'un citoyen anonyme, il préfère se voir dans la lumière d'un roi sans royaume, d'un homme d'honneur mais sans pouvoir. Dans cette noblesse de cœur et de pensée réside la grandeur du personnage qui, bien que condamné à l'échec, refuse de trahir ses idéaux et sa vision du monde. Ainsi, au-delà de la figure d'Antoine, on a quelque chose d'assez acerbe sur la société bourgeoise. L'auteur Raspail dénonce non seulement le matérialisme, le calcul pragmatique qui gouverne l'époque, mais aussi la manière dont ces valeurs dénaturent l'esprit humain et condamnent à l'oubli des idéaux qui ont pourtant nourri l'histoire et la civilisation. Antoine, dans sa quête solitaire d'un idéal absurde, devient le dernier défenseur d'un monde révolu, un monde où l'honneur et la gloire ne se mesuraient pas en biens et en succès matériel, mais dans l'audace et dans l'intégrité d'une vision qui dépasse les contingences quotidiennes. En ce sens, moi, Antoine de Tounins, roi de Patagonie, n'est pas seulement l'histoire d'un homme, c'est le récit d'un monde qui a oublié la grandeur pour céder à la médiocrité. Un monde où seuls les rêves d'Antoine peuvent encore incarner ce qu'il y a de plus pur et de plus noble dans l'âme humaine. Donc, c'est le côté très positif de l'ouvrage, c'est cette idée assez développée tout au long du roman de vitalité, de grandeur, de dépassement de soi. L'ouvrage a également certains défauts, ce n'est pas un ouvrage, c'est pas l'ouvrage le mieux écrit de Raspail. On n'est pas sur un chef-d'œuvre, honnêtement, mais il y a tout de même cette idée qui flotte et qui quand même permet de transporter, parfois quand vous faites métro, boulot, dodo, qui vous peut-être permet d'aller un peu autre part que votre quotidien. Ok. Ok. C'est fini? As-tu terminé, Pierre? Oui, j'ai bien fini, excuse-moi. Ok, non, je t'en prie. Ok, certes. Très intéressant. Par contre, juste un truc, t'as pas dit la taille. Alors, t'as dit que c'était 300 pages, c'est ça? Ça fait 300 pages en format broché, écrit assez gros. Ok, il coûte combien le bouquin? Il coûte combien? Je t'avoue que je l'ai pris dans un... Ouais, ok. Non, pas de souci. Non, mais j'imagine qu'il doit se trouver aux alentours de. J'ai payé 1,20 €. Donc, Ouais, il doit se trouver aux alentours d'une dizaine d'euros, j'imagine. je pense qu'il a été vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires à l'époque, donc aujourd'hui, je pense que... Il doit être trouvable, effectivement. facilement. Ouais. Eh ben écoute, très intéressant, rêve de gloire comment on appelle ça, d'un cryptarque, les dirigeants d'une petite nation comme ça, je sais même pas si c'est fictif ou pas, mais je crois que c'était un cryptarque. Non mais c'est bien, c'est un peu l'homme qui va derrière l'œuvre romanesque, parce qu'il y a une histoire réelle, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est un peu l'homme qui va au bout de son projet. Les ressorts psychologiques qui sont derrière ça, c'est toujours très intéressant parce que le type est. Je connais juste l'anecdote historique, rien de plus, mais le type était quand même extrêmement déterminé. Et Figé, ouais. Ouais, non, mais c'est quand même assez intéressant et surtout ce qui est intéressant pour les gens qui voudraient aller plus loin d'un point de vue historique, c'est que c'est au temps de la constitution des nations en Amérique du Sud. J'avais parlé de la guerre de la Triple Alliance dans une vidéo.
qui est la plus grande de ces guerres-là, mais qui n'est pas la seule à cette époque-là, au 19e, voire même au 20e, dans un continent, comment dirais-je, où les conflits sont en perpétuel, il y a une effervescence. Et non, c'est assez intéressant. C'est un pan aussi de l'histoire des peuples locaux, qui sont pour le coup assez oubliés, bien plus que les natifs du Nord, amérindiens, dont on parle beaucoup plus. Et c'est très intéressant parce que le temps est passé. Comment dire, cette constitution d'un État ex nihilo, c'est une opportunité manquée, mais c'est très intéressant parce que ce qui était ambition 100, 200, 300 ans plus tôt, au temps des conquistadors et après, est maintenant devenu une folie. Ce qui était possible à une autre époque ne l'est plus. Donc c'est la modernité, c'est le temps où vous êtes plus vraiment libre de choisir. Vous choisissez plus qui est le dominant, comment est la forme de gouvernement, quelle est la limite de votre libre arbitre. Donc là-dessus, je trouve ça assez intéressant, cet échec. Et puis, voilà, quelle limite entre l'hubris, la folie, la détermination. C'est pareil, c'est un personnage assez énigmatique. Et il a quand même une sacrée vie. Donc, je sais pas s'il y a des livres autres qui lui ont été dédiés, peut-être moins romanesques et des biographies, je ne sais pas. Mais Le livre de... J'ai oublié le nom de l'auteur. J'ai oublié le nom. Je l'ai sur le bout de la langue. L'auteur qui a été dans la SS et qui a failli avoir le Goncourt et on s'est rendu compte qu'il était dans la SS et Saint-Loup, donc il l'a pas Saint-Loup, eu. Marc Augier. Saint-Loup, ouais, voilà. Marc Saint-Loup Augier. a écrit un livre sur lui. D'accord. Je pense que c'est un peu mieux écrit. Saint-Loup écrit quand même divinement bien. Ouais, c'est Je pense un que bon c'est écrivain peut-être un peu aussi. mieux Ouais. écrit. Ouais, tout à fait. Oui, pour l'anecdote, il a effectivement failli avoir le prix Goncourt. Et je crois que c'est Marguerite Yourcenar qui lui a maintenu son vote. C'est le seul qui a voté pour Ouais. lui après que Ouais, vraiment un journal comme Libération l'ait balancé c'est dans la ça, presse. en disant que peu importe l'auteur, elle jugeait le livre. Donc voilà. C'était Pour la nuit commence au Cap Horn, pour ceux qui veulent savoir, qui était un très bon livre, très sympathique. Qui se passe d'ailleurs à cet endroit-là, mais dans un autre temps, autre lieu. Enfin voilà, c'est un peu différent. C'est pas la même histoire. Mais ouais, J'ai non, retrouvé c'est un personnage intéressant. Ouais. Vas-y, le dis-moi. nom de l'ouvrage, c'est Le Roi Blanc des Patagons. Il a été D'accord. publié en 1964 et j'imagine qu'il peut être trouvé assez facilement. Saint-Loup, ça se trouve. Mais oui, ça peut intéresser les gens au-delà du romanesque, tout l'aspect historique derrière et cet échec d'un projet mené par un homme assez étrange, venu tout droit de la Dordogne et de Périgueux, comme Léon Blois d'ailleurs, qui est aussi de Périgueux. Mais voilà, ok, eh ben, écoute, très bien, parfait. Parfait. Bon bah écoutez, c'est bon pour ce soir. Dimanche, je posterai hors stream La Divine Comédie. Et puis que je vais essayer de tourner là tout de suite. Et puis on se retrouve mercredi prochain pour la seconde partie des Peuples Barbares. Et ma foi, après, je ferai le programme comme d'habitude. Voilà. Et donc, Pierre, on se revoit quand tu veux Oui, pour nous quand j'ai présenter. un truc, je te préviens. Il n'y a pas de problème, c'est parfait. Et écoutez, bonne fin de soirée à tous. À bientôt Pierre, et puis écoutez, à dimanche pour ceux qui voudront se plonger dans une autre littérature bien éloignée de la Patagonie. Allez, à bientôt.